Bonsoir à tous, nous sommes vendredi les 18h, c'est l'heure des mots de la musique réalisés, présentés par André Paul et Jean-Pierre Jacquin. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Jim. Bonsoir Jim. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de Jade FM pour cette émission Les mots de la musique consacrée à la musique classique. Et pour cet épisode, on va commencer avec encore un monument de la musique classique. Cette fois-ci, on va partir en Allemagne, en pleine période du baroque, puisque cette émission est consacrée, ça commence à Jean-Sébastien Bach. Eh oui. Eh bien, vous vous rendez compte, ça fait plus de 300 ans que les hommes écoutent sa musique. 300 ans. Et certains ne s'en lassent pas encore et viennent même quand il y a des concerts de Bach, très nombreux. Jean-Sébastien Bach est né à Eisenach en 1685. Ou à cette époque, dans les cours d'Europe, on écoute surtout de la musique religieuse. Par exemple, celle de Buxtehude, on en parlera tout à l'heure. Mais la musique italienne commence à envahir l'Europe, et notamment celle de Vivaldi. C'est la période dite baroque. C'est un style savant présentant des dialogues entre les instrumentistes, des contrastes, une basse continue qui rythme la mesure, le développement du contrepoint, vous savez, dans lequel deux mélodies sont simultanées, note contre note, dans un esprit d'harmonie. Et chez les Bach, on est musicien de père en fils, et donc l'en-neveu et toute la famille. En effet, cette famille exerce un monopole certain dans cette région centrale de l'Allemagne qu'on appelle la Thuringe. Le trésailleul, paraît-il, était venu de Slovaquie, fuyant les persécutions religieuses. Vous savez qu'elles ont agité l'Europe pendant quelques siècles. D'ailleurs, on en a parlé dans une dernière émission avec Dvorak. Chez les Bach, on est protestant luthérien. Jean-Sébastien est le petit dernier des 8 enfants de Johann Ambrosius Bach. Ce monsieur est violoniste de profession et c'est bien sûr papa Bach qui va lui donner sa première formation musicale. Et puis, dans la famille, il y a des ressources, donc il y a un cousin qui va l'initier à l'orgue et à la musique religieuse. Ça n'empêchera pas d'aller apprendre le latin avec les moines de la ville. C'est qu'on travaille chez les Bach, même les enfants tout jeunes. D'ailleurs, il enseignera le latin plus tard, à la fin de sa vie. Hélas, dans tout ce beau décor, la mère va décéder alors que Jean-Sébastien n'a que 9 ans. Et son père la suit 1 an plus tard. Le voilà donc totalement orphelin à 10 ans. Mais heureusement, il y a toujours des frères. Et le frère aîné, qui a 24 ans, va le recueillir à Ohrdruf, je crois on dit. Ce frère aîné est musicien, mais il a une carte supplémentaire. Il a été l'élève de Pachelbel. Ça vous dit rien, Pachelbel? Si vous aviez vécu dans ma jeunesse, Pachelbel a fait vraiment des tubes à l'époque. En 1968, il y avait un tube qu'on entendait sur toutes les radios et qui était du Pachelbel. Alors, on va écouter ce tube. Rain
Alors, est-ce que vous avez reconnu la voix cette fois-ci, Jean-Pierre, la voix du chanteur des Aphrodite Child? Eh bien, j'ai du mal à le retrouver. Il s'agit de Demis Roussos. Demis Roussos, mais oui. Et qui était accompagné par Vangelis Opapatanasiou, à qui on doit énormément de réalisations de musique instrumentale notamment. Et oui, et bien ce Rain and Tears qui a hanté notre jeunesse découle directement du canon de Pachelbel. Pachelbel est né en 1653, vous voyez, juste la génération avant Jean-Sébastien Bach. Alors évidemment, on va écouter le canon de Pachelbel dans sa version originale. Superbe. Très beau, hein. Très beau. Nuptial. Donc notre orphelin Jean-Sébastien atterrit quand même dans un milieu où la musique est reine. Alors, il va apprendre l'orgue, le clavecin, il a une jolie voix, il va chanter, il sera choriste. Et puis, attention, hein, il suit les cours du lycée. Il est passionné par toutes les musiques d'Europe. Il n'y avait pas de CD à l'époque pourtant, hein. Mais surtout, il a du caractère et il veut garder son autonomie. Il est très empirique, c'est un génie. Il sait ce qu'il veut. Et au pensionnat, il a un ami, Georges Erdmann. Ils ont 15 ans. C'est la période de la belle amitié d'ado, mais voici que Georges quitte ce lycée pour le pensionnat de Saint-Michel de Lunebourg. C'est un drame pour cette amitié d'ado. Ils ne veulent pas se quitter. Alors, Jean-Sébastien sait, ou il a appris par toute sa famille, qu'à Lunebourg, on prend en charge les enfants pauvres qui ont une belle voix à la manécanterie. On leur apprend à chanter, etc. Donc, il est dans ce cas, c'est parfait, il va y aller.
Mais comment rejoindre Lunebourg, qui est à 300 km d'Ordroof? Il a 2 jambes, il est costaud, il a 15 ans, il part à pied. Ça prendra le temps que ça veut. Il arrive là-bas et il est pris à la médicanterie et tout va bien. Et puis là, au contact de ses nouveaux camarades, il découvre de nouvelles traditions musicales, celles de l'Allemagne du Nord et puis celles de la France qui montent jusque-là. Ah, mais sa voix mue, 15-16 ans, vous vous rendez compte? Alors il faut trouver une solution et il se tourne vers l'orgue. Il va donc continuer des études d'orgue. Et d'ailleurs, à Hambourg, qui n'est pas très loin, 45 km, il y a des grands organistes qui viennent jouer, en particulier un monsieur qui s'appelle Reinken, un artiste qui a été influencé par la musique française. Ah oui, mais il faut y aller, 45 km. Bof, à pied. Qu'est-ce que c'est que 45 km quand on en a fait 300? Donc il ira là écouter peut-être cette pièce pour orgue et clavecin qu'on va écouter et qui est de Reinken. Voilà, maintenant il a 18 ans, il est fraîchement diplômé. Il va donc chercher un emploi, un travail, où il n'aura pas beaucoup de mal. Il est employé comme laquais violoniste dans l'orchestre de chambre du frère du duc de Weimar. Laquais violoniste, j'ai pas dit violoniste laquais, non, il est surtout laquais. Alors, chez ce duc de Weimar, il va se bâtir une solide réputation d'organiste. On en parle à la ronde. D'ailleurs, pas très loin de là, dans une petite ville qui s'appelle Armstadt, on veut installer un nouvel orgue. On lui demande conseil. Et puis, bien sûr, une fois l'orgue installé, on lui propose le poste. Waouh, le travail est cool. L'orgue est neuf, de qualité, puisqu'il le connaît bien. Que voulez-vous de mieux? Mais tout n'est jamais parfait dans la vie. Voilà-t-il pas qu'il est heureux, mais qu'il apprend. Il est très attristé, parce que un de ses frères va partir pour la Suède. Ce frère a 4 ans de plus que lui. C'est pas celui qui l'a recueilli, non, mais il est oboïste et il est engagé par le roi de Suède. Donc il va partir en Suède. Évidemment, ils ne vont pas se revoir très souvent. Alors quand on est triste et qu'on est compositeur, musicien, on confie sa peine au piano, au clavecin. Alors cette musique qu'il écrit est une musique très descriptive.
Si la pièce dure une douzaine de minutes, elle va vous raconter en 5 parties les émois, la tristesse d'un adolescent qui pleure le départ d'un frère bien-aimé. Alors d'abord, avec les amis, on essaie de le dissuader de partir. Tu vas pas aller là-bas. Et puis le danger de la route, tu te rends compte, c'est pas. Mais non, faut pas y aller. Mais le frère tient à cette place là-bas. Donc il dit si, j'y vais. Alors comme il n'arrive pas à le convaincre, on se lamente sur ce départ. On écoute. Alors, oui, on va se lamenter sur ce départ et on écoute donc tout ce qui, les pleurs, les tristesses de tout le monde. Mais le frère ne veut rien entendre. Il veut aller en Suède. Alors tout le monde accepte, bien sûr. Et le frère monte dans la diligence qui est conduite par un postillon. Et le postillon sonne du cornet pour annoncer le départ. Alors on va écouter le départ avec le postillon et son cornet. C'est l'aria du posté du...
parti, il faut bien vivre, hein. Alors, puis il a fait une fugue. Alors, on va transformer cet aria en fugue. Voilà la fugue écrite sur l'aria. Bach est jeune, il a 20 ans, peut-être impulsif, certainement exigeant, et il se fâche et en vient aux mains avec un bassoniste pendant son travail à Darmstadt. De plus, il demande une autorisation d'absence d'1 mois pour aller écouter son idole Buxtehude qui joue au concert du soir à Lübeck, c'est comme ça qu'on les appelait. D'ailleurs, c'est l'équivalent des concerts de Porny classique, hein. C'est les concerts du soir. Et peut-être écouta-t-il cet Alléluia. Ce chœur Accentus, dirigé par Laurence Equilbé, on a pu l'entendre il y a quelques années à la Folle Journée à Nantes. Superbe groupe. Oui, et puis vous avez entendu comme la mélodie était rythmée, on l'entendait très bien là, par la basse continue dont on parlait tout à l'heure. Ah mais Lübeck, c'est pas la porte à côté de Darmstadt. 300 kilomètres. Bof, pas un problème, il les fera à pied. Et puis en plus, en revenant, il fera décrocher par Lunebourg et par Hambourg pour aller écouter ses organistes préférés. Eh ben oui,
Mais le voyage a duré 4 mois et il rentre à Armstadt le 5 février 1706, donc il a 21 ans. Ah mais il est en pleine effervescence. Il est en train d'élaborer son art du contrepoint. Le contrepoint. Ah, c'est l'art de faire chanter en toute indépendance apparente des lignes mélodiques superposées, note contre note, de telle manière que leur audition simultanée laisse clairement percevoir au sein d'un ensemble cohérent la beauté et la signification de chacune d'elles, tout en y ajoutant une dimension musicale. Par exemple, quand vous jouez du piano à 2 mains, vous faites du contrepoint, vous avez 2 mélodies. Alors, en voici un exemple tout simple. C'est une fugue composée par Bach et c'est le premier contrepoint de l'art de la fugue dont on parlait tout à l'heure. Premier contrepoint de l'art de la fugue. Eh oui, mais il semble oublier qu'il tient l'orgue d'Armstadt et l'assemblée paroissiale qu'on appelle le consistoire de la paroisse n'apprécie pas. N'apprécie pas, 1, qu'il rudoie ses musiciens, 2, qu'il prenne des congés à sa guise, et puis ce n'est pas tout. Il reçoit cette note du consistoire. Comment se fait-il, monsieur, que depuis votre retour de Lübeck, vous introduisiez dans vos improvisations, beaucoup trop longues d'ailleurs, des modulations telles que l'Assemblée en est fort troublée? Le consistoire l'accuse aussi de profiter des sermons pour s'éclipser et rejoindre la cave à vin, il aimait ça, et de jouer de la musique dans l'église avec une demoiselle étrangère, sa petite cousine Maria Barbara. Oh là 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 là, le Bach sent le vent tourner. Et il accepte un poste d'organiste à Mühlhausen. Il n'y restera qu'une petite année pendant laquelle, quand même, il va épouser sa cousine, dont il apprécie beaucoup le timbre de soprano. Non seulement elle a un timbre de soprano, mais il lui donnera 7 enfants, dont 4 atteindront l'âge adulte. C'est alors qu'il compose la première cantate pour orchestre avec trompette et timbale. Alors d'abord une cantate, c'est une composition vocale avec un accompagnement instrumental. Le clavecin, l'orgue, un violon. Elle peut être profane ou sacrée. Mais jusque-là, on n'avait pas mis d'orchestre, surtout avec timbale et trompette. Alors on va écouter cette première cantate avec orchestre
qui est la cantate « Dieu est mon roi ». Oh, c'est un succès. Mais malgré ce succès, tout le monde est content. La satisfaction de ses employeurs est telle qu'on en parle. Mais Bach quitte Mühlhausen. Parce que les luthériens orthodoxes, ceux qui sont amoureux de musique, s'opposent aux piétistes. Les piétistes, ça vient de piété. Ce sont des gens qui donnent plus d'importance à la piété personnelle qu'au dogme collectif. Et il faut dire que l'employeur de Bach était piétiste. Alors, de 1708 à 1717, il est organiste et premier violon soliste à la chapelle du duc de Saxe-Weimar. Il dispose d'un orgue, mais aussi d'un ensemble instrumental et vocal du duc. Alors, cette période va voir la création de la plupart de ses œuvres pour orgue. Mais il s'ennuie dans cette ville. Et puis, les tensions familiales entre le duc et son beau-frère l'éloignent du duc de Weimar. Le beau-frère du duc, c'est le prince Léopold d'Anhalt-Köthen. Alors, ce monsieur avait été très, très impressionné par la musique écrite par Bach pour le mariage de sa sœur. Et il va lui proposer le poste de maître de chapelle de la cour de Köthen. Maître de chapelle, c'est le poste le plus élevé des postes de musicien. Bach sera appelé Kapellmeister. Cette fois-ci, il y avait bien eu des offres précédentes pour partir, mais là, Bach ne résiste pas. Mais en apprenant son futur départ, le duc le fait emprisonner pendant 1 mois. Et pourquoi ? Parce qu'il était le valet, le laquais du duc avant toute chose. On n'avait pas le droit, c'est comme un contrat. Un contrat, vous avez des problèmes avec votre employeur, mais là, c'était la prison pendant 1 mois. Alors, au bout d'1 mois, quand même, il va être lâché et il va partir en décembre pour la cour du prince de Köthen. Mais dans d'excellentes conditions de salaire. Et puis, le prince, en plus, a l'opportunité d'engager de bons musiciens. Pourquoi ? Parce que, j'ai lu ça quelque part, le roi de Prusse, qui avait changé d'épouse, elle n'aimait pas la musique, alors il a renvoyé ses musiciens. Il y avait d'excellents musiciens qui étaient au chômage. Donc, le prince de Köthen les a récupérés. Et en plus, il leur a acheté de bons instruments. Alors, quoi de mieux pour Bach ? Et puis, le prince de Köthen n'est pas comme les autres. Il aime la musique, il aime l'art et il traite
tous ces artistes d'égal à égal et non comme des serviteurs. Il mange avec eux, par exemple. Alors cette période heureuse est propice à l'écriture de grandes œuvres. Il va écrire des sonates et des partitas pour violoncelle. Pour clavecin, il va écrire le premier livre du clavecin bien tempéré. Il va écrire des suites pour violoncelle seul. Il va écrire 6 concertos brandebourgeois, entre autres tout ça. Alors, je vous propose d'écouter une pièce d'une partita pour violon seul. Une partita, c'est un ensemble de pièces qui peuvent être, par exemple, des danses. Ainsi, cette chaconne, qui est une danse qui a été importée d'Amérique par les marins espagnols à la fin du XVIe siècle. Et elle a tout de suite été très très répandue, ce type de danse, en Europe. Alors, les proches de Bach disent qu'elle a été probablement composée après la mort de son épouse, Maria Barbara, qu'il aimait beaucoup et qui malheureusement vient de décéder vers 1720 à Cöthen. Je pense que tout le monde peut penser que c'est quelque chose qu'on écrit après une mort. Quelqu'un a dit de cette chaconne, pour l'auditeur, c'est le paradis. Pour l'interprète, c'est un enfer de difficultés. Et voici ce qu'en dit Brahms dans une lettre à son aimée Clara Schumann. Sur une portée, pour un petit instrument, cet homme a écrit tout un monde des pensées les plus profondes et des sentiments les plus forts. Si je pouvais imaginer que je puis créer ou simplement concevoir une telle pièce, je suis assez certain que l'excès d'excitation et de bouleversement me conduirait à la folie. Citation de Brahms. De Brahms. On Alors, écoute. Joué par Isaac Perlman.
La première fois que j'ai entendu cette œuvre en concert, je me demandais ce qui m'arrivait. Ouais. Et tellement... Vous vous rappelez de cette émotion? Ah oui. Ouais. Et c'était par Régis Pasquier. Et je n'ai pas oublié. Et c'était à la folle journée. Et dans cette période de création, on est en 1721, il a aussi composé des pièces très célèbres qu'on appelle les concertos brandebourgeois. Concerto, c'est donc pour un orchestre. Et il va les dédier au margrave de Brandebourg, d'où le nom brandebourgeois. Le margrave, c'est le chef, le responsable des marches du Brandebourg. Alors vous traduisez, c'est plus simple, le roi de Prusse. Alors on écoute donc ce concerto brandebourgeois numéro 2. Mais son épouse est décédée, et c'est d'autant plus triste pour lui qu'elle est décédée alors qu'il était absent. Quand il est rentré d'une tournée, on lui a appris que Maria Barbara n'était plus de ce monde. Alors il veut quitter ce monde de souvenirs, et puis ses enfants grandissent. Ils sont à l'âge où l'on fait des études universitaires, même à l'époque. Donc il veut vivre dans une ville universitaire. Il accepte le poste de cantor à Leipzig. Être cantor, c'est moins bien que d'être Kapellmeister, mais il veut partir. Et d'ailleurs, avant de partir, il va se remarier avec Anna Magdalena, qui était la première cantatrice à la cour de Cothen. Oh, il sera heureux, elle va lui donner 13 enfants.
seront pas tous jusqu'à l'âge adulte, on en parlera la prochaine fois. Mais je vous ai déjà parlé de l'un d'eux, c'est Johann Christian Bach. Rappelez-vous, il prenait le petit Mozart à Londres sur ses genoux et il jouait du piano avec lui. Et ben voilà, c'est la suite. Alors, on les retrouvera dans une prochaine émission à Leipzig, mais on se quitte en écoutant le Largo du concerto pour 2 violons qu'il composa à Cöthen et qui est interprété entre autres par Yehudi Menuhin. On se retrouve juste après pour un petit mot. Voilà, comme d'hab. Comme d'hab. Que dire? Que dire? Qu'est-ce qu'il avait de si particulier, ce violon de Menuhin, pour nous bouleverser toujours autant? Une justesse, une... Ouais, c'est pas, enfin, c'est Menuhin qui le joue bien, mais c'est surtout la mélodie qui est extraordinaire. Quelquefois, des compositeurs actuels de chansons devraient faire comme les Aphrodite Child et se baser sur des mélodies comme ça. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, qu'on a réécouté à la radio. Et j'ai rajouté à la fin, vous voyez, de l'émission, parce que je trouvais que c'était tellement beau qu'on ne pouvait pas parler de Bach sans écouter ça. Il faut dire qu'il a tellement composé qu'on est obligé de faire un tri. C'est-à-dire que Bach est tellement... comment dirais-je, pas compliqué, mais il est tellement varié, parce que souvent, on a en tête, dans la musique de Bach, une musique très rythmée, quoi. C'est vraiment... Et puis après, il y a des morceaux sublimes comme ça, quoi. Donc, il y a une gamme de musique... Des perles au niveau mélodique. Fantastique, quoi. Donc, il arrive à faire les deux, quoi. C'est exceptionnel, hein. Mais avec 3 notes, il fait une mélodie terrible. On n'a pas écouté, d'ailleurs, je ne sais pas si je le mettrai, le prélude numéro 1 que tout le monde, tous les pianistes ont joué, mais il n'y a rien. C'est tellement simple, on se demande pourquoi on n'a pas tous composé ça. C'est dépouillé. C'est tellement dépouillé. Et c'est pourtant sublime. Plus c'est dépouillé. Chantons notre petite musique de fin. Merci beaucoup Jean-Pierre, André-Paul Jacquin pour le mot de la musique consacré à Bach. On se retrouve très bientôt. Oui. Pour la suite. Et on entend toujours les tableaux d'une exposition. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Gilles.